bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là et je suis moi-même très heureuse d'être là. Donc je vais utiliser deux de mes passions, enfin j'en ai un certain nombre, mais celles qui sont pertinentes aujourd'hui, ça va être la philosophie d'un côté et la science-fiction de l'autre, pour essayer de réfléchir à aux relations qu'on entretient avec les objets techniques qu'on conçoit, qu'on produit et qu'on met en circulation. Et surtout, puisque l'utilité, c'est le thème de la journée, essayer un peu d'enquêter sur les conséquences concrètes de cette manière de voir les choses. C'est-à-dire à partir du moment où on considère nos objets techniques au prisme du concept d'utilité, quelles conséquences ça a sur nos vies et sur nos relations. Alors, je vais commencer par une petite histoire qui me plaît beaucoup, donc de l'autrice Ursula Le Guin, qui vient d'être présentée, donc très bien, je ne vais pas m'appesantir plus. Et elle a écrit un texte très beau, enfin elle en a écrit plein, je vous en ai mis, j'ai mis mes préférés sous vos yeux, Les Dépossédés et La main gauche de la nuit. Mais le texte qui va m'intéresser là, ça va être un texte qui s'appelle Ceux qui partent d'Homélas et qui a été traduit en français dans un recueil qui s'appelle Aux 12 vents du monde. Alors, qu'est-ce qui se passe dans Ceux qui partent d'Homélas ? C'est une nouvelle très courte, donc c'est pas de la science-fiction, même si c'est Ursula Le Guin qui l'a écrite et que c'est une autrice connue pour ses œuvres en science-fiction et en fantasy. Et ceux qui partent d'Homélas, donc c'est des gens qui vont quitter Homélas. Et Homélas, qu'est-ce que c'est ? Homélas, c'est une ville un peu médiévale. On a l'impression qu'il y a des châteaux, il y a des espèces de courses de chevaux. Et c'est un jour où les habitants et les habitantes vont célébrer ce qu'ils appellent la fête de l'été. Donc on arrive dans cette cité d'Homélas où les gens sont heureux, les enfants courent partout, des femmes ont des gros paniers, distribuent des fleurs, il y a des tambours, il y a des fanions, il y a des gens qui portent des grandes robes, on voit les chevaux qui piaffent. Et Ursula Le Guin nous décrit cette ville parfaite, en fait. Tout se passe bien, la ville est prospère, les gens sont heureux. Il n'y a pas tellement de technologie, mais ils vivent bien. Ils ont fait des choix intelligents. Et c'est comme ça que commence l'histoire. Et à un moment, quelque chose se passe. Et j'aimerais vous lire cette partie du texte où ce quelque chose se passe. Je vais vous demander 5 minutes d'attention, où je vais juste faire de la lecture, mais ça va vous permettre déjà de rentrer un peu dans l'univers d'Ursula Le Guin. Et puis surtout, dès que j'aurai fermé le livre, je vais vous demander une petite participation, c'est-à-dire que vous allez faire partie de ceux qui partent d'Homélas, et il faudra un petit peu y réfléchir. Donc voilà, ça peut paraître long, 5 minutes d'écoute de quelqu'un qui lit un texte, mais je pense que ça va passer assez vite. Et surtout, essayer de vous mettre à la place des habitants et des habitantes, puisque je vais vous demander ensuite de nous raconter quelque chose en lien avec eux. Donc, je rappelle, elle a décrit toute la cité d'Homélas avec leur bonheur, les gens heureux, etc. Elle nous dit : y croyez-vous ? Acceptez-vous la réalité de cette fête, de cette ville, de cette joie ? Non. Alors laissez-moi vous décrire encore une chose. Dans le sous-sol de l'un des magnifiques bâtiments publics d'Homélas, ou peut-être dans la cave d'une de ces spacieuses habitations privées, il y a une pièce. Sa porte est fermée à clé et il n'y a pas de fenêtre. Un peu de lumière poussiéreuse se glisse à l'intérieur par les fentes des planches venant d'une fenêtre recouverte de toiles d'araignée, quelque part de l'autre côté de la cloison. Dans un coin de la petite pièce, 2 balais aux brosses dures, sales, d'une odeur répugnante, sont placés près d'un seau rouillé. Le sol est sale, un peu humide au toucher, comme le sont généralement les sols des caves. La pièce fait environ 3 pas de long et 2 de large, à peine un placard à balais ou à outils abandonné. Un enfant est assis dans cette pièce. Ce peut être un garçon ou une fille. Il paraît avoir environ 6 ans, mais en fait, il en a près de 10.
c'est un faible d'esprit. Peut-être est-il né déficient, ou peut-être son imbécilité est-elle due à la peur, la malnutrition et le manque de soins. Il se gratte le nez et tripote parfois ses orteils ou son sexe, et il y reste assis, recroquevillé dans le coin opposé au seau et aux 2 balais. Il a peur des balais. Il les trouve horribles. Il ferme les yeux, mais il sait que les balais sont toujours là. Et la porte est verrouillée et personne ne viendra. La porte est toujours verrouillée et personne ne vient jamais, sauf quelquefois. L'enfant n'a aucune compréhension du temps ou de l'intervalle. Quelquefois, la porte grince affreusement et s'ouvre, et une personne ou plusieurs personnes apparaissent. L'une d'entre elles peut entrer et frapper l'enfant pour qu'il se lève. Les autres ne s'approchent jamais, mais regardent à l'intérieur avec des yeux effrayés et dégoûtés. L'écuelle et la cruche sont remplies à la hâte, la porte est fermée à clé, les yeux disparaissent. Les gens qui sont à la porte ne disent jamais rien, mais l'enfant, qui n'a pas toujours vécu dans ce placard et peut se rappeler la lumière du soleil et la voix de sa mère, parle parfois. « Je serai sage, dit-il. S'il vous plaît, laissez-moi sortir, je serai sage. » Ils ne répondent jamais. La nuit, l'enfant criait pour qu'on l'aide et pleurait beaucoup, mais maintenant il n'émet plus que quelques gémissements, et il parle de moins en moins souvent. Il est si maigre que ses jambes n'ont pas de mollets, son ventre est protubérant, il vit d'un demi-bol de farine, de blé et de graisse par jour. Il est nu, ses fesses et ses cuisses ne sont qu'une masse d'ulcères infectés, et il est continuellement assis dans ses propres excréments. Ils savent tous qu'il est là, tous les habitants d'Omélas. Certains comprennent pourquoi, certains non, mais tous comprennent que leur bonheur, la beauté de leur ville, la tendresse de leurs relations, la santé de leurs enfants, la sagesse de leurs savants, le talent de leurs créateurs, même l'abondance de leurs moissons et la clémence de leur climat dépendent entièrement de l'affreuse misère de cet enfant. On explique généralement cela aux enfants lorsqu'ils ont entre 8 et 12 ans, quand ils sont en âge de comprendre. Et la plupart de ceux qui vont voir l'enfant sont des jeunes, bien que des adultes viennent encore assez souvent ou reviennent pour le voir. Peu importe la façon dont on leur a expliqué, ces jeunes spectateurs sont toujours choqués et dégoûtés par sa vue. Ils ressentent l'écœurement auquel ils s'étaient crus supérieurs. Ils ressentent la colère, l'outrage, l'impuissance, malgré toutes les explications. Ils aimeraient faire quelque chose pour l'enfant, mais il n'y a rien qu'ils puissent faire. Si l'enfant était conduit à la lumière du soleil, hors de cet endroit abominable, s'il était nettoyé et nourri et réconforté, ce serait sans doute une bonne chose. Mais si l'on faisait cela, toute la prospérité, la beauté et la joie d'Omélas seraient détruites dans l'heure qui suivrait. Telles sont les conditions. Échanger toute la bonté et la grâce de chaque vie d'Omélas contre cette simple et minime amélioration, rejeter le bonheur de milliers de gens pour la possibilité de bonheur d'un seul, ce serait laisser pénétrer le crime dans la ville. Les conditions sont strictes et absolues, il ne faut même pas dire un mot gentil à l'enfant. Souvent, les jeunes gens rentrent chez eux en pleurs, ou remplis d'une rage contenue quand ils ont vu l'enfant et affronté ce terrible paradoxe. Ils peuvent le ruminer pendant des semaines ou des années, mais avec le temps, ils commencent à se rendre compte que même si l'enfant était relâché, il ne tirerait pas grand-chose de sa liberté. Un petit plaisir vague de chaleur et de nourriture sans doute, mais guère plus. Il est trop déficient et stupide pour connaître la moindre joie réelle. Il a vécu dans la peur pendant trop longtemps pour être à jamais libéré. Ses habitudes sont trop sauvages pour qu'il puisse réagir à un traitement humain. En fait, après si longtemps, il serait sans doute malheureux, sans mur pour le protéger et sans ténèbres pour ses yeux et sans ses excréments pour s'y asseoir. Leurs larmes devant cette cruelle injustice s'assèchent lorsqu'ils commencent à percevoir la terrible justice de la réalité et à l'accepter. Et pourtant, ce sont leurs larmes et leur colère, leurs tentatives de générosité et la reconnaissance de leur impuissance qui sont peut-être la véritable source de la splendeur de leur vie. Il n'y a pas chez eux de bonheur fade et irresponsable. Ils savent qu'eux-mêmes, tout comme l'enfant, ne sont pas libres. Ils connaissent la compassion. C'est l'existence de l'enfant et leur connaissance de son existence qui rend possible la noblesse de leur architecture, la force de leur musique, la grandeur de leur science. C'est à cause de cet enfant qu'ils sont si gentils avec leurs propres enfants. Ils savent que si celui qui est misérable n'était pas là à pleurnicher dans l'ombre, l'autre, le joueur de flûte, ne pourrait pas jouer de musique joyeuse, tandis que les jeunes et magnifiques cavaliers se placent en ligne pour la course dans le soleil du premier matin de l'été. Croyez-vous à eux maintenant ? Ne vous semble-t-il pas plus réel ? Mais il y a encore une chose à dire, et celle-ci est presque incroyable. Parfois, un ou une des adolescents qui vont voir l'enfant ne revient pas chez lui pour pleurer ou pour ruminer sa colère.
En fait, il ne rentre plus chez lui. Quelquefois également, un homme ou une femme adulte devient silencieux pendant un jour ou deux, puis quitte son foyer. Ces gens-là sortent dans la rue et descendent, solitaires. Ils continuent de marcher et quittent la ville d'Homélas. Chacun s'en va seul, garçon ou fille, homme ou femme. La nuit tombe, le voyageur doit traverser des villages, passer entre les maisons aux fenêtres éclairées, puis continue dans les ténèbres des champs. Solitaire, chacun va vers l'ouest ou le nord, vers les montagnes. Ils continuent. Ils quittent Homélas, ils s'avancent dans les ténèbres et ne reviennent pas. Pour la plupart d'entre nous, l'endroit vers lequel ils se dirigent est encore plus incroyable que la cité du bonheur. Il m'est impossible de le décrire. Peut-être n'existe-t-il pas. Mais pourtant, ils semblent savoir où ils vont, ceux qui partent d'Homélas. Donc la nouvelle se termine là-dessus, même si elle a pour titre « Ceux qui partent d'Homélas ». On ne sait rien de ceux qui partent d'Homélas, à moins qu'on imagine ce qui leur arrive. Et avant de poursuivre dans des raisonnements plus philosophiques, j'aimerais vous demander de vous mettre, vous, à la place d'un habitant ou d'une habitante d'Homélas. Donc de vous dire, voilà, vous vivez dans cette superbe cité, tout le monde est heureux, vous y compris, mais vous savez qu'il y a cet enfant qui est maltraité dans cette cave, et c'est parce qu'il est maltraité que tout le bonheur tient quelque part. Et donc vous êtes un habitant, une habitante d'Homélas, et vous avez décidé de quitter Homélas, donc vous faites partie de ceux qui sont partis. Essayez de réfléchir à ce que vous ressentez par rapport à l'enfant, par rapport à la ville, par rapport à la façon dont cette vie est organisée. Donc, qu'est-ce que vous ressentez ? Qui est-ce que vous êtes ? Vous avez le droit de changer de biographie, de personnage. Qu'est-ce que vous attendez, peut-être, du lieu où vous allez ? Qu'est-ce qu'il peut y avoir ? Vers où vous allez vous diriger ? Donc, c'est une petite série de questions. Et là, je vous propose de vous laisser 2-3 minutes, d'abord de manière très individuelle, pour y réfléchir. Vous pouvez prendre des petites notes sur votre téléphone ou sur ce que vous voulez. Et après, voilà, je pensais que ce serait bien que vous partagiez avec votre voisin ou votre voisine en lui expliquant exactement ça. Qui vous êtes à Homélas, qu'est-ce que vous ressentez, où est-ce que vous allez. Et à la fin de ce petit temps, on fera passer le micro pour que vous me disiez, vous partagiez avec nous tous un petit peu ça. Qui vous êtes, vous qui êtes partis, qu'est-ce que vous ressentez et où est-ce que vous allez. Ok, alors je me doute que vous avez encore beaucoup de choses à échanger, mais on va là faire passer le micro pour prendre quelques prises de parole. Pardon. Donc voilà, juste si vous étiez un habitant ou une habitante d'Homélas, qu'est-ce que vous ressentez, vers où vous allez, pourquoi vous partez, peut-être qui êtes-vous. Donc on peut. Est-ce que quelqu'un aimerait partager sa réflexion ? Je vais témoigner. Oui, merci. Bon, je suis celui que je suis. Je n'ai pas cherché à m'inventer une autre vie. Peut-être, voilà. Qu'est-ce que je ressens ? Je me suis dit que c'était la honte, peut-être. Où allez-vous ? Ça suppose que c'était ton scénario. On va partir. Oui. Je me suis vraiment posé la question, est-ce que je serais parti ? Bon. Je pars. Comme je n'ai pas décidé vraiment de partir et qu'on me dit que je pars, je me dis peut-être je vais aller chercher les autres, où est-ce qu'ils sont allés, pour pas être seul. Parce que si je pars et que j'ai la honte, c'est peut-être pour oublier, mais je ne suis pas sûr qu'en étant seul, j'arrive à oublier. Donc je vais peut-être chercher les autres. Voilà, c'est ça. Très bien. D'autres qui partent. Et peut-être un sentiment de honte, mais qui n'est pas envahissant au point de pousser nécessairement à partir, quoi. On pourrait vivre avec, finalement. Est-ce que quelqu'un a un autre... Oui. Ah oui. Donc moi, j'ai choisi d'être un enfant de 12 ans, donc qui a été témoin, comme vous l'avez raconté. Comme évoqué,
je peux plus porter en fait la responsabilité de son malheur pour mon bonheur. Et donc, ça rejoint ce que disait le précédent intervenant. J'ai honte et en fait, je décide de faire l'expérience de la solitude parce que je veux plus devoir rien à personne. Et donc, qu'est-ce que j'attends du lieu où je vais? C'est que je veux qu'il m'apporte une forme d'autonomie, une forme d'ermitage, si on veut. Merci. Oui, donc là, c'était intéressant, la question de la responsabilité et du rapport à l'autonomie. Moi, je vous lis ce que j'ai écrit. Je suis un homme, j'ai l'âge de raison, pardon, de comprendre le sens de ce qu'est le bonheur. Je ressens du vide alimenté par le bonheur ambiant et irréel. Je voyage vers l'incertain et je suis à la recherche de la certitude de l'apaisement, en fait. Merci. Le côté bonheur irréel et se diriger vers l'incertitude, j'aime bien. Moi, j'ai triché et j'ai décidé d'être un chien qui suivait son maître. Très bien. Parce que je ne savais absolument pas comment me situer justement face à ce départ. Je pense que c'est ce qui nous lie quand même aussi. Et donc, je me suis dit, je vais chercher à faire du bien à quelqu'un qui part de quelque part, donc être le compagnon de route de ces humains. Donc je ne sais pas trop ce que j'attends du lieu, parce qu'en fait, vraiment, mon seul but, c'est d'accompagner les humains. Magnifique, merci. J'aime bien ne pas savoir où se situer et en même temps essayer de faire le bien à notre échelle. Et peut-être c'est vrai qu'en tant que fidèle compagnon, c'est peut-être plus facile. On fait passer un micro. Ah. Moi, j'ai le micro déjà. Moi, je suis moi, une femme. J'éprouve de l'injustice pour ce que vit cet enfant. Je suis de l'écœurement, en fait. Et je me demande, mais qui sommes-nous pour nous sentir supérieurs vis-à-vis de lui, pour avoir ce bonheur-là? Je ne sais pas où je vais, mais je vais dans un lieu où il y a un peu plus de liberté, où il n'y a pas de supériorité entre les individus. Et en fait, le départ... c'est une fuite individuelle pour marquer mon non-acceptation de cet état de fait et mon opposition. Et en fait, s'il y a plus de personnes, si tout le monde s'en va, ça fait une action collective qui rend caduque ce pacte. Très bien. J'y vais ? Bonjour. Du coup, moi aussi, je suis partie sur le fait que j'étais moi-même, donc une femme de la trentaine. Et c'est un peu la même chose sur l'injustice que je ressens par rapport à cet enfant qui est enfermé. Et en fait, ce que je ressens, c'est surtout le devoir de partir et d'être en totale autonomie, parce que en fait, ça fait se questionner sur les principes de la société, dans le sens où, en fait, si je change de lieu, je vais me retrouver peut-être dans une autre société où je ne pourrais pas décider de ce qui se passe et je serai toujours tributaire des décisions de quelqu'un d'autre par rapport au bonheur ou de ce qui va se passer. Donc je pars plutôt du principe que je veux vivre en totale autonomie, je sais pas, dans les montagnes ou quelque chose, à mon propre compte et ne devoir rien à personne, que ce soit dans le bonheur ou dans le malheur. Voilà. Merci beaucoup. On voit, c'est la question de l'autonomie qui est apparue aussi un peu plus tôt, revient là. Très bien, merci à toutes et à tous pour ces petits feedbacks. Alors, là on le fait en version accélérée, mais j'ai animé plusieurs ateliers d'écriture autour de cette nouvelle avec un public varié qui va de l'étudiant en licence en génie mécanique, à des Master 2, toujours des étudiants, mais plutôt autour du management de la technologie et de l'innovation, à des adultes qui sont plus ou moins créatifs, aux Utopiales, qui est un festival de science-fiction que vous connaissez peut-être. J'ai fait ça dans différents contextes, et j'ai publié sur le sujet si ça vous intéresse. Mais globalement, ce qui ressort souvent, c'est soit quand on part ailleurs c'est mieux,
et une société plus égalitaire est possible, soit on est à l'inverse, où ailleurs, en fait, c'est moins bien, parce que les injustices sont partout, voire elles peuvent être pires dans l'endroit où on est parti. Et quand ailleurs c'est moins bien, il y a soit le moment où le héros, l'héroïne se résigne, c'est-à-dire qu'il finit par accepter que les injustices sont partout. Il y a le moment où il ou elle n'accepte pas, et donc j'ai beaucoup de participants qui font mourir la personne, souvent par suicide. Et il y a enfin un certain nombre de héros ou héroïnes qui rentrent à Omelas et qui organisent la résistance. Donc je trouvais assez intéressant, parce que là, ce que vous avez fait émerger, je trouve peut-être un peu décalé par rapport à ce à quoi j'ai assisté jusque-là, c'est le côté un peu malaise, pas savoir s'il faut partir ou ne pas partir, pas savoir vraiment quoi faire, donc choisir la position du chien, par exemple. Ça, c'est peut-être quelque chose, je trouve, d'assez inédit dans ce que vous avez ressortir aujourd'hui, même s'il y a aussi des points de convergence. Alors, à partir de là, c'était juste le décor, puisque Omelas, c'est une nouvelle qui a été interprétée de multiples façons. Et souvent, on en fait une allégorie. Et aujourd'hui, j'aimerais bien vous proposer de lire Omelas comme une allégorie de notre rapport aux objets techniques. Donc, je vais maintenant préciser un petit peu ce point-là. Donc, je vous disais, Omelas, souvent, a été interprété comme une allégorie, mais généralement, c'est plutôt pour illustrer le dilemme éthique que vous connaissez très certainement du tramway ou du wagon fou, qui est ce dilemme éthique que je trouve assez malsain, où on a un wagon de train qui est lancé à toute vitesse, et si on ne fait rien, eh bien, il va écraser 5 personnes, et si on agit sur l'aiguillage, il ne va que tuer, entre guillemets bien sûr, une personne. Et donc voilà, la grande question, c'est faut-il agir ou non. Donc si on est plutôt dans une éthique inspirée par Bentham, on va dire mieux vaut tuer une personne que 5, puisque voilà, calcul coût-bénéfice. Alors que si on est plutôt dans une éthique inspirée par Emmanuel Kant, on va plutôt se dire non, quoi qu'il arrive, je n'interviens pas, puisque je ne peux pas. Si j'interviens, en fait, je contribue au fait de tuer quelqu'un, donc je ne peux pas le faire, une forme d'impératif catégorique, donc on n'intervient pas. Et ou l'image du bouc émissaire. Donc ça, c'est des interprétations qui arrivent souvent avec Omelas, avec lesquelles je ne suis pas du tout d'accord, mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Mais je pense qu'aujourd'hui, on peut vraiment essayer de voir dans Omelas une métaphore ou une manière de représenter notre rapport aux objets techniques aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que, en fait, dans les discours dominants ou dans la façon dont on va aborder les objets techniques aujourd'hui, on va se dire oui, ils sont utiles ou pas utiles, mais surtout, il y a cette dimension un peu opacité. Donc, opacité, pourquoi opacité ? Il y a au moins 2 éléments. D'abord, le côté un peu boîte noire, donc l'objet technique serait, en tout cas pourrait être rapproché de l'enfant à Omelas, c'est-à-dire que les objets techniques sont quelque part enfouis dans le sous-sol d'une ville avec une forme d'opacité. Et cette opacité, elle peut être de 2 types. D'abord, une opacité de la technicité, tout simplement, au sens où on peut regretter, après d'autres, et en particulier après le philosophe Gilbert Simondon, dont je parlerai tout à l'heure, mais que nos sociétés ne consacrent pas beaucoup d'efforts à développer une culture technique. C'est-à-dire que les objets avec lesquels on interagit au quotidien, et c'est en particulier vrai des objets numériques, eh bien, c'est des objets souvent qui sont opaques. C'est des objets qui sont inaccessibles. On peut penser aux smartphones qu'on ne peut pas ouvrir, on peut penser aux opérations computationnelles qui sont plus ou moins complexes, qui sont même par essence insaisissables par un esprit humain. On peut penser à l'IA, qui a justement pour vocation de nous dispenser des schèmes d'explicabilité. Et en fait, tout se passe comme si la technicité des objets techniques qu'on utilise est en fait renvoyée à la cave, c'est-à-dire qu'elle est placée
en deçà de ce qui a de la signification. Et donc cette façon de renvoyer la technicité dans une forme de cave, donc dans ce qui ne nous concerne pas, eh bien, ça peut être problématique. Autrement dit, on peut très bien aujourd'hui utiliser un très grand nombre d'objets techniques ou de haute technologie sans du tout savoir, non seulement comment ils fonctionnent, mais sans être du tout exposés à leur technicité. Et pourtant, on peut très bien les utiliser et ils peuvent plus ou moins contribuer à nous rendre plus heureux. Donc, mais il y a aussi une deuxième forme d'opacité, qui est l'opacité, alors là que j'ai ramené sous le label de la matérialité des objets techniques. Là, ça va être tout ce qui touche à la production matérielle des objets techniques qu'on utilise. Donc ce matin, j'ai assisté avec bonheur bonheur, c'est pas un grand mot, en tout cas avec beaucoup d'intérêt, à la conférence de Bella qui s'intitulait « Loin des yeux, loin du cœur ». Elle a parlé de ce livre très marquant, Cobalt Red, que vous avez peut-être lu, du chercheur Siddharth Kara, qui nous parle de la production des batteries lithium-ion qui alimentent nos objets, nos tablettes, nos smartphones, mais aussi bien sûr les batteries de nos voitures électriques, et qui repose sur l'extraction de cobalt, dont 70% provient de RDC, et dans des conditions absolument abominables. On parle des mines qui sont vraiment sous contrôle de milices, on parle de puits toxiques, on parle de populations entières qui subissent d'immenses souffrances et qui meurent en fait tous les jours dans les mines de cobalt. Pourquoi ? Pour que des milliards de personnes dans le monde entier puissent simplement mener leur vie quotidienne. On peut également penser, et ça a aussi été évoqué ce matin, aux déchets informatiques qui détruisent eux aussi les environnements, qui détruisent eux aussi les vies humaines. On pense aux brûlures au mercure, aux lésions du système respiratoire, à tout un tas de problèmes de santé. L'espérance de vie d'un recycleur de produits informatiques, ça ne dépasse pas 10 ans. Ça a été documenté sur différentes décharges. Mais on peut aussi penser au passage à l'échelle qui est rendu possible par la numérisation et qui mène aussi à l'imposition de rythmes de travail qui sont totalement intenables chez certains géants du commerce en ligne. Et donc la question, c'est est-ce que le bonheur à Homélas, qui repose sur cet enfant enfermé dans une cave en sous-sol de la ville, est-ce qu'il ne peut pas être mis en parallèle de notre bonheur à nous, qui repose de façon similaire sur des objets techniques qu'on utilise au quotidien, mais autour desquels on accepte une forme d'opacité. L'opacité de la technique, comme je l'ai dit, donc le comment ça marche, mais aussi l'opacité de la matérialité des objets techniques. Et à Homélas, vous l'avez d'ailleurs très bien senti et fait remonter tout à l'heure, mais il y a un vrai problème avec cet enfant. En fait, ce qui est gênant avec cet enfant, c'est précisément qu'on ne le considère pas comme un enfant. On le considère comme un moyen d'atteindre une certaine fin. Il est utile pour que les habitants d'Homélas soient heureux. Il n'est pas du tout considéré en lui-même, dans sa singularité, dans ce qu'il est en tant qu'enfant, qui appelle du soin, par exemple, mais il est considéré comme un instrument, en fait, donc comme un esclave. D'accord ? C'est un enfant, elle le dit, Ursula Le Guin dans son texte, mais clairement, la façon dont on rentre en relation avec cet enfant, ce n'est pas une relation de parent à enfant ou de proche à enfant, ou même pas de humain à enfant. C'est une relation instrumentale. C'est une relation comme on pourrait en avoir vis-à-vis d'un objet qu'on va utiliser pour atteindre le bonheur. Et c'est exactement le même genre de relation qu'on tisse avec les objets techniques quand on les considère comme des moyens de nous rendre plus utiles, de nous permettre de mieux communiquer, de mieux faire ceci ou de mieux faire cela. Donc à partir du moment où on considère les objets techniques
au prisme de leur utilité, c'est-à-dire quand on les considère donc comme des instruments, comme des moyens au service de nos fins. Quand on fait ça, en fait, on crée une relation qui est malsaine et qui est aliénante. En tout cas, c'est ce que disait Gilbert Simondon. Là, je vais vous passer 2 ou 3 citations. Et c'est exactement ce qu'il nous disait. Je trouve c'est très fin. Donc, c'est un philosophe des techniques du XXe siècle qui a beaucoup travaillé pour qu'on développe une culture technique et surtout qui réfléchit beaucoup à la relation. Donc, il nous dit ça, il nous dit « Il est difficile de se libérer en transférant l'esclavage sur d'autres êtres, hommes, animaux ou machines. Régner sur un peuple de machines, asservissant le monde entier, c'est encore régner, et tout règne suppose l'acceptation des schèmes d'asservissement. » Donc ce qu'il nous dit vraiment simplement, c'est qu'à partir du moment où on se comporte vis-à-vis de quelque chose, donc, ou quelqu'un bien sûr, mais vis-à-vis de quelque chose, et là en l'occurrence un objet technique, si on se comporte vis-à-vis d'un objet technique seulement en le considérant comme quelque chose d'utile, eh bien en fait on instaure une relation d'instrumentalisation qui est en fait aliénante. Il faut bien comprendre que c'est ça, c'est la relation qu'on crée qui va à terme nous aliéner. Et ce qu'il rajoute, c'est que l'utilité, en fait, si on réfléchit juste au prisme de l'utilité, eh bien l'utilité, c'est la reconduction d'un schème d'asservissement. Et c'est ça précisément qui n'est pas libérateur. Et ce qu'il nous dit aussi, c'est que notre génération, eh bien, le problème, il parle de notre civilisation, il dit qu'il faudrait modifier l'idée selon laquelle nous vivons dans une civilisation qui est trop technicienne. Simplement, elle est mal technicienne. Ce n'est pas un technophobe qui va nous dire arrêtons de consommer, de produire, de concevoir des objets techniques, pas du tout. Il dit juste on est mal technicien. Pourquoi ? Parce qu'on considère les objets techniques comme juste des instruments qui sont utiles, qu'on va utiliser, comme précisément des esclaves. Et je trouve que c'est extrêmement enrichissant. En tout cas, c'est une invitation à repenser notre relation aux techniques, puisque nos objets techniques, là, en l'occurrence, on les considère, si on les considère au prisme de l'utilité, on les considère comme des esclaves. Vraiment, repenser à ça. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire reconduire cette façon de rentrer en relation avec des choses qui reposent sur l'instrumentalité. Et il nous demande d'essayer d'apprendre à changer de type de relation. Et il nous dit, plutôt que de considérer les objets techniques comme des esclaves, il faut qu'on apprenne à les considérer comme nos enfants. Donc là, je vous montre, pareil, sa citation, qui dit « J'ai affirmé que la machine n'est ni un esclave, ni un instrument utilitaire, valable seulement par ses résultats. J'ai enseigné le respect de cet être qu'est la machine, intermédiaire substantiel entre la nature et l'homme. J'ai appris à la traiter non comme un serviteur, mais comme un enfant. » Donc il nous dit bien ça. Donc repensez à Homélas avec cet enfant, en fait, qu'on traite comme un esclave. Lui, il nous dit quelque part la même chose. Il nous dit les objets techniques, il ne faut pas les traiter comme des esclaves, mais il faut apprendre à les traiter comme des enfants. Pourquoi ? Parce que si on les traite comme des esclaves, on va rentrer en relation avec eux en les considérant juste comme des moyens. Et si on fait ça avec un objet technique, on va faire ça avec des êtres humains, on va faire ça avec les écosystèmes. Vous voyez, c'est un type de relation en fait, qui est toxique parce que c'est extrêmement destructeur. Et en se comportant de la sorte avec un objet technique, c'est les vies humaines, c'est les écosystèmes qu'on détruit également. Et il nous dit, arrêtons de les considérer comme des esclaves, mais cherchons à les considérer comme des enfants. Alors, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire, ça ? Donc, mon but ici, ce n'est pas d'être prescriptive, donc je ne vais pas vous donner une liste, c'est plutôt une invitation pour vous faire réfléchir. Pensez à cet enfant dans Homélas qui nous dérange, enfin ça nous dérange cette situation parce que justement on ne le considère pas comme un enfant mais comme un esclave. Eh bien c'est pareil avec les objets techniques. Qu'est-ce qu'il faudrait qu'on change ? Qu'est-ce que ça veut dire de considérer les objets techniques comme des enfants ?
eh bien, ça veut dire changer de relation. Donc, non pas une relation instrumentale, c'est-à-dire on instrumentalise l'autre ou l'objet pour parvenir à nos propres fins, mais essayer de développer une relation, par exemple, de responsabilité, de développer une relation de soin, de développer une relation de respect. Ça peut être d'être attentif à ce que, alors si c'est un enfant, on a envie qu'il trouve sa place dans le monde, eh bien ça va être pareil avec l'objet technique, qui s'insère correctement dans le monde, qui ne soit pas destructeur. C'est pareil, dans la conférence de ce matin, on parlait de design for trash. Donc, c'est pas ce qu'on veut d'un enfant. On n'a pas envie de l'élever pour qu'il aille directement à la poubelle ou au cimetière. Donc, ça peut être chercher à travailler pour améliorer la durée de vie, allonger la durée de vie. Donc, c'est vraiment essayer juste de changer notre logiciel avec lequel on pense, notre relation aux techniques. Et si on quitte cette relation instrumentale aux objets techniques, eh bien, et qu'on apprend à développer un autre type de relation, il y a fort à parier que non seulement notre relation aux objets techniques va mieux se passer, mais notre relation entre nous, les êtres humains, va également mieux se passer, mais aussi entre tous les êtres vivants. Et donc, c'était là où je voulais en venir, c'est quittons Homélas, libérons les enfants des caves pour ne plus les considérer comme des esclaves, considérons-les comme nos enfants et faisons pareil avec nos objets techniques. Merci beaucoup.